avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre édition en deux parties avec le Journal des territoires dans quelques instants, puis Territoire d'info avec l'invité politique aujourd'hui en direct sur ce plateau, c'est Raphaël Glucksmann qui sera là. Il est la tête de liste du Parti Socialiste et de Place Publique aux élections européennes, vous le savez. Voilà, tout de suite c'est le JT des territoires, on s'y retrouve dans un tout petit instant. A tout de suite. On est toujours tous à son chevet. Nous ouvrons ce journal avec les témoignages qui se succèdent après l'incendie de Notre-Dame de Paris. Un entrepreneur des Vosges était intervenu en 2017 dans la charpente de l'édifice qui est parti en fumée. Et dans les prochaines semaines, sa société devrait de nouveau intervenir sur la charpente de la Flèche. Les équipes de Via Vosges sont allées à sa rencontre. Regardez. Donc vu depuis la tour, nous sommes intervenus en 2017 sur le transept et une partie du chœur de Notre-Dame pour traiter une partie de la charpente. Donc chantier privilégié là, déjà ? Je me sentais plus que privilégié, oui. C'est un endroit d'exception, une charpente de plus de 800 ans, c'est quasiment unique au monde. Notre-Dame de Paris, cet entrepreneur spinalien l'a vu de près, de très près même, puisque sa société spécialisée notamment dans les traitements antifongiques a été choisie en 2017 pour lutter contre les champignons sur la fameuse charpente en chêne qui a été emportée par les flammes ce lundi soir. L'incendie du monument le plus visité d'Europe l'a donc particulièrement touché et ramené quelques mois en arrière. Voir les inscriptions des différents charpentiers qui se sont succédés dans les époques, on voit les marquages, on a pu voir l'horloge qui était avec tout son mécanisme qui était dedans, on a pu accéder à la flèche avec les statues justement de Viollet-le-Duc qui regarde la flèche et qui est la seule statue des 12 qui ne regarde pas ni Paris ni la Seine mais qui regarde la flèche. L'impression d'être un privilégié, oui. Un privilégié qui s'étonne des questions soulevées au sujet du niveau de sécurité au sein de l'édifice. La hantise de l'incendie notamment était omniprésente. Conditions de sécurité très drastiques, quelqu'un qui passe plusieurs fois par jour, des détecteurs de feu comme je n'en ai jamais vu ailleurs dans d'autres bâtiments. Il faut montrer patte blanche tous les jours, plusieurs fois par jour, si on accède plusieurs fois par jour, expliquer ce que l'on amène comme matériaux, expliquer ce que l'on amène comme matériel, expliquer ce que l'on va faire le jour, voire la demi-journée sur site. Cet incendie majeur a touché le profane, mais plus encore la communauté catholique en pleine Semaine Sainte. Et l'ordre l'orgue de Notre-Dame est intact, mais il faudra le restaurer. Regardez ce témoignage, celui d'un des organistes de la cathédrale, son nom Philippe Lefebvre. Il nous raconte quelques souvenirs, sa réaction au micro de nos partenaires de la Dépêche du Midi. Tous les organismes du monde entier pratiquement sont venus jouer à Notre-Dame de Paris. Depuis 50 ans, il y a un concert d'orgue gratuit toutes les semaines à Notre-Dame de Paris. Vous imaginez les milliers d'organismes qui sont venus. Tout le monde veut venir jouer à Notre-Dame de Paris. Les gens nous font demander à attendre pendant 2 ou 3 ans avant de pouvoir y arriver. Et dans les histoires rocambolesques, cet orgue finalement a survécu à des moments extraordinaires. Je pense par exemple à la Révolution française où, comme vous le savez, eh bien, on avait besoin de fabriquer des canons et dans l'orgue il y a du métal. Et donc tous les orgues de Paris ont été plus ou moins pillés, vandalisés pour qu'on récupère le métal pour fondre et fabriquer des balles et des canons. Et à Notre-Dame, on avait à cette époque-là un de nos prédécesseurs qui s'appelait Louis-Claude Daquin, qui est un grand musicien. Et quand il a été informé eh bien, que la troupe viendrait à Notre-Dame, il s'est précipité à la cathédrale et avait composé un morceau sur la Marseillaise et ah, ça ira, ça ira. Et ça a sauvé l'orgue de Notre-Dame. Et il y a toujours eu des événements à la cathédrale pour que, eh bien, elle soit préservée. C'est pour ça que c'est plus qu'un déchirement de voir qu'au XXIe siècle, après pratiquement 1000 ans, eh bien, il faut que cette chose se produise aujourd'hui. Et un peu partout en France, des cérémonies ont eu lieu. C'était le cas à Notre-Dame d'Amiens, considérée comme la petite sœur du grand monument parisien. Actuellement en rénovation, les Amiénois ne peuvent s'empêcher de penser au drame qui vient de se dérouler. Un reportage d'Anthony Capra pour WEO dans le Nord, notre partenaire. L'heure était à l'émotion devant la cathédrale d'Amiens.
Le joyau gothique Picard, qui doit fêter ses 800 ans en 2020, est considéré comme la sœur de Notre-Dame de Paris. Alors après l'incendie qui a ravagé la cathédrale parisienne, les Amiénois et touristes ne pouvaient s'empêcher de penser aux images de la veille. Oui, c'était prévu qu'on y vienne, de toute façon. Mais là, on y vient avec un autre sentiment, c'est vrai. Il nous arriverait quelque chose à la cathédrale d'Amiens, genre quelque chose comme ça, mais on serait anéantis. On en est fiers quand même. C'est vrai que quand on va à droite, à gauche, dans d'autres villes, la première chose qu'on parle, c'est la cathédrale d'Amiens. La cathédrale d'Amiens est conçue sur le même plan que Notre-Dame. 2 fois plus volumineux, l'édifice amiénois possède également une charpente en bois datant du XIIIe siècle. Une structure fragile qui a déjà connu un important incendie au XVe siècle, détruisant même sa flèche reconstruite depuis. Le risque d'un nouveau désastre reste présent dans les esprits. Ça renvoie à notre propre cathédrale et on commence à réaliser qu'en fait ce bâtiment qui avait l'air inaltérable, que rien ne pouvait détruire, qui a survécu à toutes les guerres, il pourrait s'effondrer comme s'est effondrée la charpente de Notre-Dame de Paris sous les flammes de l'incendie. Les travaux de modernisation du système électrique de l'édifice sont en cours d'achèvement. Monseigneur Le Borgne, évêque d'Amiens, reste confiant sur la sécurité du chantier et plus généralement de l'édifice. Le risque zéro n'existe pas. De penser qu'une maison ne peut jamais s'enflammer, ça n'existe pas, c'est pas possible. Je ne suis pas inquiet. On travaille merveilleusement bien avec la DRAC. Les artisans, les entrepreneurs sont vraiment des partenaires, moi que je crois très sûrs et très fiables. On fait tout ce qu'on peut. Je n'ai aucune inquiétude. Les cloches ont tinté et une messe pour Notre-Dame de Paris a été célébrée. 500 fidèles se sont réunis pour plus qu'aucune catastrophe de ce type ne se reproduise. Tout autre chose à présent dans ce JT, on va parler de l'apprentissage à travers nos territoires. L'entreprise Enedis lance un grand plan à travers toute la France. Le but, faciliter l'embauche des jeunes en apprentissage au sein de l'entreprise. Toutes les explications avec ce reportage de Via Angers, nos partenaires. Comment on fait pour postuler ? Ces jeunes pourraient devenir les futurs salariés d'Enedis. C'est du moins ce qu'espère la mission locale angevine qui organise ces temps d'échange avec les entreprises. L'objectif étant de les informer sur les différents métiers qui recrutent dans ce secteur. Là, on recrute 60 apprentis au niveau de la région Pays de la Loire et 10 en Maine-et-Loire, avec des niveaux CAP, BEP, Bac Pro, pour ce qui est technicien d'intervention polyvalent par exemple, où on cherche des candidats. Vous allez avoir un diplôme ? Parmi les participants, nombreux sont ceux qui semblent intéressés par les postes proposés. C'est le cas de Tarika qui compte bien postuler pour devenir technicien sur le terrain. Je pense qu'avec Enedis, j'aurai plus de chances de m'améliorer, d'apprendre des nouvelles choses et d'apprendre et de travailler en même temps. Et c'est justement ce système d'alternance que souhaitent valoriser les entreprises et les collectivités. Christelle Morancé, la présidente de la région, n'avait pas hésité à monter sur un poteau électrique lors des Olympiades des métiers pour inciter les jeunes à se lancer, car les avantages sont nombreux. Pouvoir allier aussi bien l'entreprise, donc avec des périodes pratiques, mais en même temps d'avoir une formation théorique dans un centre de formation. Quand on est apprenti, on a un statut de salarié, donc on perçoit également un salaire. On est intégré dans l'entreprise comme, j'ai envie de dire, n'importe quel salarié. En 2017, 40% des jeunes en alternance à Enedis ont été recrutés à la fin de leur contrat. La mission locale angevine organise toutes les semaines des rencontres de ce type avec les entreprises. Plus d'informations sur leur page Facebook. Voilà, bannir les plastiques, c'est plus que tendance. Une cantine sans plastique, c'est aussi possible. La municipalité de Thionville mise sur le développement durable et les circuits courts. D'ici 2025, tous les plastiques seront supprimés dans les livraisons de la restauration scolaire. Mais à Thionville, on a déjà anticipé. Anne-Sophie Pierson s'y est rendue pour Via Mirabel, notre partenaire. Regardez. Exit le plastique dans les 8 restaurants scolaires de Thionville. 6 ans avant l'interdiction définitive des contenants en plastique dans les cantines, la ville a décidé de prendre les devants et de se mettre au vert. Les plats vont arriver donc dans des bacs inox. Ils seront réchauffés directement dans ces bacs, servis à table, et donc on aura un service par assiette directement pour chaque enfant. Ça s'inscrit complètement dans cette volonté politique d'être une ville santé, ville labellisée OMS, de vraiment prendre soin de nos enfants, des plus fragiles. C'est la société thionvilloise Omega qui a été retenue parmi 3 prestataires pour assurer le marché de la restauration scolaire dans les 3 prochaines années. Outre les contraintes techniques, les parents peuvent inscrire leurs enfants jusqu'à 9h. La municipalité a aussi fait le choix du goût. Pour sélectionner le prestataire, des tests à l'aveugle ont été organisés auxquels ont été associés des parents et des enfants.
ce qui est important en termes de restauration scolaire, c'est d'éduquer les enfants au goût, de les inciter à goûter, ne serait-ce qu'un tout petit peu, et d'essayer vraiment d'avoir des plats très équilibrés. Donc on a une diététicienne qui travaille avec le prestataire, qui travaille avec nous pour avoir vraiment des plats équilibrés tout au long de l'année. 30 à 40% des produits cuisinés proviendront soit de la filière locale ou de la filière bio, avec un objectif, atteindre très rapidement le seuil des 50%. 600 enfants mangent quotidiennement dans les 8 restaurants scolaires de la ville. Voilà, dans un instant, on va poursuivre ce JT avec la une de la presse quotidienne régionale, puis on retrouvera Guillaume Doyen et Samuel Ribaud dans le club de la presse. Tout de suite, c'est les unes. On démarre avec le grand quotidien de la Nouvelle-Aquitaine, Sud-Ouest et 5 ans. Un vœu pieux, Saveria, bonjour. C'est un défi, bonjour, c'est un défi technique, humain et financier. Peut-on vraiment reconstruire Notre-Dame en 5 ans? Même si les dons affluent, le chantier s'annonce titanesque. Emmanuel Macron promet une reconstruction donc en 5 ans pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Le risque, privilégier la performance sur le sens entre la sécurisation du chantier, le débat sur la méthode à employer. Les délais paraissent courts. 3 jours après la catastrophe, l'argent très clairement ne fait pas défaut. Il y a les promesses de dons frisées, le milliard d'euros, a indiqué Stéphane Bern. Pour le Premier ministre Édouard Philippe, reconstruire Notre-Dame de Paris sera le chantier de notre génération. Voilà, les promesses de dons. On y reviendra dans un instant dans le club de la presse avec Samuel Ribaud et Guillaume Doyen à la une du courrier Picard dont la direction est assumée par Michael Tassard. Cette générosité qui interpelle. Voilà, je le disais à l'instant, près d'1 milliard d'euros de dons. La solidarité financière autour de Notre-Dame atteint des records. Mais cette surenchère des dons des grands groupes et des grandes fortunes suscite des critiques croissante. Édouard Philippe a annoncé hier la présentation dès la semaine prochaine d'un projet de loi pour donner un cadre légal aux dons versés pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Le projet de loi prévoit de créer un établissement public pour gérer cette reconstruction. Le texte prévoit également une réduction fiscale de 75% pour les dons des particuliers jusqu'à 1 000 euros. Voilà, et la politique reprend le dessus à la une des dernières nouvelles d'Alsace, les élections européennes et le siège en jeu de cette campagne. À l'approche du scrutin du 26 mai, le désaccord entre Paris et Berlin sur le siège du Parlement grandit. Des chrétiens démocrates allemands remettent en cause Strasbourg. Emmanuel Macron, lui, défend la ville comme capitale européenne. En tout cas pour Amélie de Montchalin, la nouvelle secrétaire d'État aux affaires européennes. Le siège du Parlement n'est pas un enjeu électoral. Il faut redonner tout son sens politique à la présence ici du Parlement. Selon les traités européens, le siège du Parlement européen est bien fixé à Strasbourg, lieu symbolique de la réconciliation franco-allemande qui héberge également le Conseil d'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, ça sent la polémique à la une de l'Indépendant de Perpignan, dirigé par Alain Both. C'est un débat, faut-il interdire d'interdire la chasse? Vaste débat, le délit d'entrave à la chasse vient d'être créé par le Sénat à l'occasion du projet de loi sur la création de l'Office français de la biodiversité. Le Sénat a donc créé un délit d'entrave à la chasse, à la clé jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Des mesures destinées à renforcer la sécurité ont également été mises en place. D'une part, les sénateurs ont donc créé ce délit d'entrave pour sanctionner plus sévèrement l'action d'empêcher de chasser, mais ils ont également voté de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité lors d'une chasse. Il s'agit notamment d'élargir les possibilités de retrait de permis de chasser en cas de constatation d'un incident grave. 13 personnes sont décédées l'année dernière lors d'accidents de chasse, justement. Merci Saveria, on vous retrouve demain pour la revue de presse des unes de la presse quotidienne régionale. Dans un instant, le club de la presse, Guillaume Doyen, Samuel Ribaud. À tout de suite. Guillaume Doyen qui dirige la Gazette des communes, des départements et des régions. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Samuel Ribaud de la LP, l'agence locale de presse qui travaille pour la presse quotidienne régionale. Mais si on va revenir évidemment sur Notre-Dame, d'abord avec vous Guillaume Doyen, 5 questions que se posent les collectivités sur le patrimoine, sa défense, son financement, même si les élus sont encore frappés de stupeur après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame le 15 avril au soir. Cet événement dramatique pour le patrimoine français suscite vraiment beaucoup de questions.
chez les élus. Et oui, parce qu'ils sont, les communes sont propriétaires d'un patrimoine absolument gigantesque de trésors qui parfois qui valent celui de Notre-Dame. Et le soir même de cet incendie tragique, ils se sont posés des questions sur ce qu'ils avaient chez eux. Un maire nous raconte dans le papier là, que vous citez, papier d'Hélène Girard, qui est allé voir si les échafaudages qu'il y avait sur le cloître à côté de On voit sa l'échafaudage cathédrale. d'ailleurs. Voilà. Est-ce qu'il n'était pas à risque? Donc ils se posent tous des questions parce qu'ils sont responsables de tous ces types de trésors. Et forcément, il y a beaucoup de choses à risque. Il y a nécessairement beaucoup de choses à risque. Vous connaissez le patrimoine architectural français, il est très ancien, il n'est pas nécessairement bien entretenu. Il faut quand même citer quelques chiffres. On a 45 000 bâtiments, à peu près 45 000 bâtiments classés protégés au titre des monuments historiques. Il y en a une bonne moitié qui appartiennent aux communes. Vous savez que la taille des communes en France, elle est plutôt petite, elles n'ont pas des moyens gigantesques. Donc ce patrimoine-là, il est vieillissant, il n'est pas forcément entretenu comme on souhaiterait qu'il le soit. La faute à qui, j'allais dire? La faute évidemment à des financements, pas à la faute de la surveillance que les élus ont effectuée sur le patrimoine. Ils ont alerté les élus. Alors, ils ont alerté à de nombreuses reprises. Vous l'écrivez. Et alors, on l'écrit, ils n'arrêtent pas d'en parler. Le sujet patrimonial, pour eux, il est permanent, si vous voulez. Il y a de plus en plus de... il y a quelque chose de paradoxal, c'est que la France classe de plus en plus de monuments sans mettre de plus en plus d'argent nécessaire à la protection des dits monuments, si vous voulez. Donc les élus s'en alarment. Ils ont effectivement sur leur territoire un fantastique patrimoine ecclésial. Ces églises romanes et gothiques, ça demande beaucoup de moyens et ils ne les ont pas pour les protéger et pour les refaire. Il ne faut pas attendre le moment où elles sont suffisamment dégradées pour que des catastrophes arrivent. Vous ne parlez pas du loto du patrimoine, Samuel Ribaud. Il devrait contribuer à régler ces problèmes-là en partie. Oui, quand on voit l'ampleur effectivement du chantier et quand on voit le coût, alors je pense qu'en plus il faut que les gens prennent conscience que parfois des opérations qui peuvent paraître cosmétiques, c'est-à-dire gratter quelques pierres et remettre d'aplomb un clocher, ça coûte très cher, très rapidement. Et puis là, je pense qu'on va aussi toucher du doigt un problème qui est celui qui a été abordé déjà concernant Notre-Dame, qui est celui de la responsabilité, des assurances. Il va y avoir effectivement une inquiétude qui va monter dans la mesure où la commune doit à la fois maintenir la sécurité autour du périmètre d'un chantier dont elle ne maîtrise pas la technicité puisqu'elle fait appel à des entreprises extérieures. Donc ça complexifie encore la question. Guillaume Doyen, s'il arrivait un autre problème, qu'on verrait moins dans une commune par exemple, qui est chargée de préserver des éléments du patrimoine, qui est responsable? Qui est pénalement responsable et financièrement responsable? Le maire, l'élu local? Alors, sur la responsabilité pénale, tout dépend des circonstances, évidemment. La responsabilité financière, finalement, elle retombe... Alors, ça dépend à qui appartient. Les cathédrales, en général, appartiennent à l'État. Les cathédrales catholiques romaines, en général, sont propriété de l'État. Les églises sont plutôt propriété des communes. Alors, vous avez beau avoir votre entrepreneur, imaginons que ce soit lui la source du problème. Encore faut-il qu'il soit assuré et que l'assurance couvre suffisamment et que même sa responsabilité puisse être engagée suffisamment. Mais au-delà même des fonds qu'on peut dégager en faisant appel à une assurance, ce que vous avez perdu, c'est inestimable. Et même du point de vue touristique, c'est tout à fait inestimable. Du point de vue historique, c'est inestimable. Donc ce sont des choses qu'on ne peut pas réparer avec un robinet d'argent. C'est pour ça que je ne vous parlais pas tellement du loto du patrimoine. D'abord, les sommes élevées, les sommes engagées ne sont pas gigantesques. Et puis la question qui se pose dépasse très largement la personne de Stéphane Bern. Est-ce que vous avez les réponses tous les deux? Comment ça se passe dans un pays, j'allais dire, équivalent à la France en termes de richesse de patrimoine, l'Italie par exemple? Comment ça se passe? Vous avez une idée? Écoutez, je ne suis pas spécialiste de la question, mais je pense qu'il faut aller à Pompéi. Manifestement, en termes de patrimoine exceptionnel pour l'humanité et totalement délaissé à l'abandon, avec des chantiers qui sont soit pas terminés, vous avez été récemment, vous avez soit vu ça? confiés. Non, mais je veux dire, on a lu un certain nombre de papiers là-dessus sur l'abandon dans lequel est laissé ce site absolument extraordinaire, avec parfois des sociétés qui interviennent, dont on ne sait pas si elles ne sont pas à moitié mafieuses, etc., qui récupèrent l'argent qui est déversé. Donc
L'Italie, à mon avis, est un pays encore moins bien loti que le nôtre, avec un patrimoine architectural et historique complètement extraordinaire. Mais c'est un vrai problème aujourd'hui. Je reviens à ce qu'on disait. Comment voulez-vous qu'un élu local flèche de l'argent vers la restauration d'une église, si jolie soit-elle, alors qu'on lui demande de baisser le prix de la cantine, de mettre des dodanes dans les rues où les véhicules vont trop vite, de faire attention à ceci, à cela. Ce sont des choix très politiques. C'est très politique. Sur l'Italie, là, c'est exactement. J'ai eu le plaisir d'aller dans la région de Naples il y a un an. En effet, vous voyez quand même des splendeurs dans un état de délaissement absolument tragique, si vous voulez. Alors, on est dans un pays beaucoup plus décentralisé où c'est d'autant plus marqué que la région est pauvre. Donc, en Campanie, effectivement, c'est encore plus visible. Si vous allez plus vers le nord, là, vous voyez quand même un patrimoine en meilleur état. Donc, ça nous ramène finalement au rôle. Qui doit payer finalement? Parce que si on laisse ça à des collectivités avec des moyens différents, alors même que le patrimoine par essence doit être entretenu de manière égale sur le territoire, là on reparle de l'État. Et là, l'État, très sérieusement, va devoir revoir sa gestion du patrimoine français, même si ça appartient aux communes, même si ça appartient aux départements ou à d'autres. Il va falloir revoir les choses de la façon dont on fait les choses. On le voit derrière vous, excellent papier dans la Gazette d'Hélène Girard sur les 5 questions que se posent les collectivités suite donc à ce drame national, à l'incendie à Notre-Dame. Et ils se posent des questions par rapport au propre patrimoine qu'ils ont, eux, à gérer, à surveiller et à préserver. La famille Pinault débloque 100 millions, LVMH, la famille Arnaud donne 200 millions pour Notre-Dame, sur fond tout de même de polémique sur la défiscalisation de tout ça, bien qu'il faut le préciser, la famille Pinault a indiqué qu'il ne souhaitait pas avoir de défiscalisation sur cette somme de 100 millions. Et puis des avantages fiscaux, ceux-là, Samuel Ribaud, majorés pour les particuliers dans le cadre de la souscription nationale pour financer la reconstruction de Notre-Dame. Oui, alors, honnêtement, cette polémique, en 72 heures, on a déjà eu droit à quel type de reconstruction architecturale, quels matériaux utiliser, est-ce que les dons sont moraux, ça, c'est légitime. Quel type de reconstruction architecturale? Est-ce qu'on reconstruit à l'identique? Oui. Ce que je veux dire, c'est que Notre-Dame est encore chaude, si je puis me permettre. Oui. L'incendie est à peine maîtrisé, que déjà, on a tout listé. Et on a listé la moralité supposée au réel des dons qui ont été faits par des grandes entreprises ou des grandes fortunes. On peut effectivement avoir ce débat, mais je pense quand même que, si vous voulez, le jour où les Pinault ou Arnaud débloquent des sommes comme ça, ils ne demandent pas en même temps qu'on crée une loi fiscale qui leur permettrait d'échapper à l'impôt. Elle existait, il faut le dire. Voilà, cette loi, elle existait. C'est bien que l'État intervienne, notamment pour les dons de personnes moins fortunées, en leur permettant de les défiscaliser quasi entièrement, mais je trouve que c'est un débat qui est un peu à côté de la plaque. Le vrai débat qu'on peut comprendre et qui, à mon avis et à mon sens, est beaucoup plus légitime, c'est celui des associations qui œuvrent dans un certain nombre d'autres domaines, qui éprouvent les pires difficultés à récupérer de l'argent, qui font des appels aux dons, qui font des campagnes et qui ont des difficultés pour des problématiques qui ont trait à la faim, à la santé, à la misère. Ça, je peux le comprendre. Que des grandes fortunes fassent des dons pour qu'on rénove Notre-Dame, je trouve fondamentalement pas ça scandaleux. Alors, sans que ce soit une polémique, l'interrogation sur le fait qu'il faille ou reconstruire en gros à l'identique ou laisser des traces de ce qui fait partie donc de l'histoire de Notre-Dame, cet incendie récent. Il y en a eu d'autres dans le passé, des problèmes sur Notre-Dame. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Allez, Guillaume Doyen, là-dessus. Le Premier ministre, vous avez vu, a posé la question. C'est une bonne question qu'il faut se poser, puisque ce gigantesque incendie entre automatiquement dans l'histoire du patrimoine de Notre-Dame. C'est quelle trace il doit laisser finalement, quel souvenir on doit en garder et quelle leçon on doit en tirer. Donc c'est une très bonne question qui a été posée. J'ai évidemment pas la réponse, c'est une affaire d'historiens, d'architectes, de spécialistes du patrimoine, mais je serais curieux de savoir comment ils entendent régler ce sujet. Samuel Ribaud ? Je viens d'une ville romaine qui s'appelle Nîmes, dans laquelle il y a des arènes romaines merveilleuses qui ont plus de 2000 ans. Bien restaurées. Et j'ai une petite anecdote, c'est qu'au Moyen-Âge, la population s'est retranchée à l'intérieur des arènes. Et elle a utilisé des pierres, des gradins, pour fabriquer les habitations dans lesquelles elle s'est réfugiée. Voilà. Résultat, aujourd'hui, vous avez des trous dans les gradins en pierre des arènes romaines qui correspondent à celles qui ont été prélevées pour créer ce village au Moyen-Âge. Donc ça, c'est de l'histoire. Il y a un choix qui a été fait, on les a laissés comme ça, on aurait pu bétonner ou remettre des pierres, ça n'a pas été fait. Donc voilà, c'est un symbole de ce que peut être effectivement le cheminement historique d'un monument. Guillaume Doyen, je ne vous ai pas interrogé sur la réaction de certains gilets jaunes et de la France insoumise qui conspue au fond ces millions venus des grands patrons. Vous avez vu cette polémique? Il y a des papiers là-dessus ce matin. Oui, je l'ai vu. Alors,
Que doivent faire les grands patrons dans ces cas-là? Je me suis demandé finalement. Donner est honteux, ne pas donner l'est également, si vous voulez. Donc je me suis posé la question. Les hommes politiques sont venus à la rescousse de certains grands patrons. Le maire de Nice, Christian Estrosi, a pris leur défense. Guillaume Pelletier aussi, des Républicains. Oui, effectivement, ces sommes qui sont avancées, qui vont permettre de reconstruire Notre-Dame, d'abord, vont pas tomber dans un trou noir. Ça va servir quand même à faire fonctionner l'économie française, si vous voulez. C'est des grands travaux. Et deuxièmement, ils sont dans une situation tout à fait impossible. Donner, c'est faire acte, c'est une espèce d'exhibition de soi-même. Ne pas donner, c'est la preuve d'un radinisme honteux. Voilà. Samuel Ribaud, 20 secondes. C'est la quadrature du cercle, effectivement. Voilà. Après, il y a quand même peut-être un élément qu'on peut comprendre pour les gens pour qui les fins de mois sont difficiles et qui parlent beaucoup d'argent depuis cette crise des Gilets jaunes, c'est que quand on voit la facilité avec laquelle quelqu'un peut débloquer 200 millions d'euros et qu'on mesure un petit peu ce que ça représente, ça peut être choquant. Mais enfin, on ne découvre pas la richesse aujourd'hui. Hein. Merci Samuel Ribaud. Guillaume Doyen, vous restez avec nous pour la deuxième partie de l'émission. Vous savez qu'on reçoit dans quelques minutes Raphaël Glucksmann, la tête de liste Parti Socialiste, place publique aux élections européennes. Il sera en direct sur ce plateau. Tout de suite, on va regarder la météo. Alors c'est un bonheur de la regarder maintenant parce que alors, vous allez voir, ça va atteindre jusqu'à 25 degrés, je crois, ce week-end. Et aujourd'hui, c'est vraiment du bleu partout et du soleil. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, avant de retrouver Raphaël Glucksmann, notre invité politique en direct sur ce plateau, on va regarder ce qui se passe du côté du reste du monde avec notre partenaire TV5 Monde. Un bus de touristes fait une sortie de route à Madère au Portugal. De nombreux morts sont à déplorer, vous allez le voir en images. L'ex-président péruvien Alan Garcia qui se suicide avant son arrestation à Lima. Et enfin, à Royan, ce week-end, le premier combat et première victoire pour la boxeuse iranienne Sadaf Kadem face à la française Anne Chauvin. Et cette boxeuse iranienne ne veut pas repartir en Iran. On regarde ça en image, on se retrouve après, tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Ces images ont été tournées par un journaliste de Madère, quelques dizaines de minutes après l'accident. Des passagers du bus, encore choqués par la violence de ce qui vient de se produire, sont évacués par les tout premiers secouristes sur place. Vers 18h30 locale ce mercredi, le bus, que l'on voit en contrebas, est sorti de la route pour une raison encore inconnue, avant d'effectuer plusieurs tonneaux jusqu'à ce pâté de maisons construit à flanc de colline du village de Santa Cruz. Les victimes, comme tous les passagers, sont des touristes allemands actuellement en voyage organisé à Madère. Depuis des heures, le corbillard est garé devant l'entrée de cet hôpital de Lima, la capitale péruvienne. C'est là que l'ancien président péruvien Alan Garcia a été transporté dans un état critique après avoir tenté de se suicider juste avant son arrestation chez lui par la police péruvienne dans le cadre d'une enquête pour corruption. Il a déclaré qu'il allait appeler son avocat. Il est entré dans sa chambre et a fermé la porte. Quelques minutes plus tard, un coup de feu a retenti. C'était une première et c'était une victoire. Samedi soir, à Royan, dans l'ouest de la France, une femme iranienne a pris part et a même remporté son premier combat de boxe officiel. 3 ans que Sadaf Kadem attendait ce moment depuis qu'elle a commencé ce sport.
Nous avons prouvé à tout le monde qu'il faut être fort pour réaliser ses souhaits. À 24 ans, la professeure de fitness de Téhéran, habillée aux couleurs de l'Iran mais en débardeur et sans hijab, entrait donc dans un monde inconnu qui déjà lui occasionne quelques soucis. Pour le moment, l'athlète et l'entraîneur sont bloqués à Poitiers. Ils sont avertis officieusement qu'un mandat d'arrêt est lancé contre eux, mais ils ne souhaitent pas s'exprimer directement. Quelles sont les différences entre du Kouch, du Haz, de l'Afghan? Comment reconnaître du Def Booba, du Wi-Fi OG, du Sweet Skunk? C'est ce que sont venus apprendre ces 6 hommes et 6 femmes en suivant cette formation de sommelier en cannabis. Le sommelier en cannabis est là pour aider le consommateur à déterminer quel produit lui convient le mieux. Il peut aussi intervenir auprès des producteurs, des distributeurs, du corps médical, mais ne jamais se substituer à un médecin.